Mesdames et messieurs, bonsoir. Un réel plaisir d'être à vos côtés ce soir sur le plateau de votre émission Malinov, la toute dernière de l'année 2023. On se retrouve juste après le sommaire. Il n'y a pas que les entreprises qui innovent au Mali, les particuliers aussi font des merveilles. Nous irons aujourd'hui à la découverte d'un inventeur malien qui, depuis sa jeunesse, conçoit des gadgets. Son activité est plus qu'une passion pour lui. Les détails à suivre. La technologie fait des merveilles et l'agriculture ne reste pas en retrait. Madame Tene Nana Kouyaté, agroéconomiste, entrepreneur, agritech, promotrice de AgriBox, nous expliquera les prouesses de la tech sur l'agriculture. La cybersécurité vise à protéger les ressources du piratage ou des cyberattaques provenant généralement d'Internet ou encore des hackers. Pour déterminer les limites et axes pour une totale sécurité informatique au Mali, la MRTP a initié la Journée nationale de la cybersécurité. Son cri de cœur, l'adoption de la stratégie nationale sur la cybersécurité. Le point en images. La Journée nationale de la cybersécurité est une initiative de l'Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes. Elle vise à être un cadre de rassemblement des acteurs pour échanger sur les mécanismes pour un cyberespace sûr au Mali. Le salon, c'est vraiment pour mettre en relation les différents acteurs du cyberespace. Parce qu'on a constaté qu'au Mali, il y a plusieurs projets qui se passent. Chacun dans son secteur s'assoit et il met en œuvre une partie de la stratégie de cybersécurité. L'objectif, c'est vraiment que tous les acteurs se retrouvent, qu'ils parlent des mêmes langages et que chacun prend dans ce bloc-là la partie qui le concerne pour pouvoir la mettre en œuvre. La cybersécurité regroupe plusieurs domaines de compétences, notamment l'administration du réseau, la programmation, la maîtrise des normes de sécurité, de protection des données, de protection de données et des systèmes informatiques, la gestion de risques, mais aussi un autre concept, la e-réputation. La réputation, comme vous le savez, la réputation, c'est que les gens pensent de vous sur ces différentes plateformes. Donc c'est la réputation, on l'appelle la réputation sur le web, la réputation en ligne ou la réputation tout court sur ces différentes plateformes. Ce n'est rien d'autre que c'est que les gens pensent de vous sur ces différentes plateformes. C'est exactement aujourd'hui ce que vous et moi faisons quand on veut se renseigner sur une personne, une entreprise ou une marque. La première des choses que nous faisons, c'est d'aller sur une barre d'adresse et puis taper le nom de l'entité pour comprendre ce que les gens disent d'elle. Ainsi, cette journée est l'opportunité pour les startups, moyennes et grandes entreprises de faire connaître leurs produits dans la cybersécurité, mais aussi sensibiliser sur ces risques. Péris, nous sommes là, nous sommes des intégrateurs de solutions informatiques. Alors, ce qui nous a motivés aujourd'hui à participer à cet événement, c'est pour surtout sensibiliser les jeunes en matière de cybersécurité, en matière de tout ce qui touche à la sécurité sur le cyberespace. Parce que nous constatons aujourd'hui que les jeunes s'intéressent beaucoup aux réseaux sociaux, mais sans faire attention à ce qui se passe derrière tout ça. Donc, nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation et également de montrer les différentes solutions possibles pour se protéger sur le cyberespace. Pour l'heure, l'Autorité malienne de régulation des télécommunications, à l'initiative de la journée, a fait un cri de cœur aux autorités pour l'adoption de la stratégie nationale de la cybersécurité en Conseil des ministres. Axée sur 5 ans, cette stratégie comporte diverses actions. Comme vous savez, nous, quand on est dans le cyberespace, il n'y a pas de frontières. Les frontières n'existent plus. Et tout le monde sait qu'un État, il est assujetti à beaucoup de menaces. Les menaces, ça peut être des sabotages de certains États, ça peut être de l'espionnage au niveau national comme au niveau international. Donc l'État doit mettre en place les voies et moyens pour assurer sa souveraineté à travers la cybersécurité. En somme, les acteurs du secteur ont tous une inquiétude commune, la souveraineté numérique du pays. Celle, ni pour l'heure, ne pourrait être effective tant que l'État ne contrôle pas ces données, lui attribuant ainsi la capacité à agir dans le cyberespace, le réguler et à peser sur l'économie numérique. La stratégie, c'est sur 5 ans. Il y a des actions qui sont prévues pour la première année. Donc dès que la stratégie est adoptée, on va commencer à mettre en œuvre les premières actions de la stratégie. Déjà, nous, au niveau de la MRTP, on a commencé par certaines actions, comme la mise en place du MLCERT. C'est un centre de réponse aux incidents informatiques, c'est en cours d'installation. Et on est en train de faire une étude pour identifier, pour recenser les infrastructures critiques
qui sont nécessaires au bon fonctionnement du cyberespace. Au Mali, il n'y a pas que les startups qui font bouger les choses ou qui ont des idées innovantes. Des personnes à elles seules aussi ont des capacités à faire découvrir à ce pays. Le cas de Badra Alou Diarra en est la preuve aujourd'hui. Électronicien invétéré, cet homme dans la quarantaine arrive à réaliser des prouesses énormes et cela avec des pièces détachées pris par-ci par-là ou des objets du quotidien. Une tête plutôt bien faite qui à coup sûr est un atout majeur pour le Mali. Je le dis, mais je suis sûre qu'après cet élément, vous serez du même avis. On suit ensemble. Personne modeste dans une famille modeste, famille accueillante, laboratoire en plein air. C'est dans le quartier de Kinzambourou que Badra Alou Diarra, communément appelé Abba, nous accueille. Passionné par l'informatique et l'électronique depuis tout petit, cet inventeur n'a cessé de nous étonner durant ce reportage. Marié et père attentionné, cet homme gâte sa famille avec toutes sortes de gadgets conçus à partir de pièces détachées. Le tout avec un des cursus scolaires des plus courts possibles. Le niveau professionnel et j'ai subi beaucoup de formations en électricité, électronique et informatique. Je n'ai pas fait de l'université, mais j'ai fait une école professionnelle à Kinzambourou ici même, au centre de formation technique de Kinzambourou, CFTQ. Une passion peut donner des ailes à un homme. Nous ne cessons de faire ce constat au travers de nos reportages et M. Diarra nous le confirme avec une enfance plutôt originale. Dans l'enfance, j'étais très curieux, très curieux. Et on me frappait chaque fois. Je gâtais tout ici, dans la famille, tout ce qui est électronique, mécanique, tous les appareils. Je gâtais tout quand j'étais petit. J'ai commencé ça depuis le premier cycle. Et je brûlais les petites voitures. Dans l'enfance, tous mes amis venaient vers moi. C'est moi qui faisais tous les trucs, les voitures, tout, depuis l'enfance. En curiosité, parce que j'ai toujours voulu être quelqu'un qui veut vraiment aider l'humanité. J'ai toujours aimé à créer une machine pour aider les gens. Donc c'est ce qui m'a poussé à faire tout ça. Drones, véhicules agricoles, voitures télécommandées ou encore technologie militaire. Abba Diarra laisse libre cours à son imagination dans sa cour où il a installé son laboratoire. Tests, configuration, calibrage, tout est fait avec le moins de dépenses, plus de simplicité, mais avec des résultats au-delà des espérances. Des robots tireurs et des robots démineurs. Parce que vu de nos jours, nous avons constaté, vous-même vous le connaissez dans ce pays-là maintenant, il y a beaucoup de militaires qui perdent leur vie comme ça. Pourquoi ne pas créer une machine à la place des humains? Voilà, pour sauver des vies. Vraiment, nos militaires, ils se sont beaucoup battus. Cette machine agricole, c'est pour aider nos paysans, booster l'agriculture du Mali. Avec ça, ça aide beaucoup les paysans. Comme les vieilles personnes disent, vraiment, avec ça, ça va beaucoup aider les agriculteurs. Ça consomme moins et la machine est très fiable, elle est rapide aussi. Timide et modeste, M. Diarra est un inventeur caché. Loin d'aimer les caméras et les feux des projecteurs, pour autant, cet intellectuel n'en demeure pas moins vigilant et se protège avec les droits d'auteur, réflexe qui manque à la plupart de nos créateurs. Malgré sa situation, l'esprit créatif que nous avions en face de notre caméra ne laisse rien entacher à sa vision qui est. Tout ce que je suis en train de faire, c'est pour ce pays-là. Je ne compte pas sortir. Je pense à l'avenir, surtout à l'avenir de nos enfants. Voilà. Moi, ma vision est de booster ce pays-là. Je suis malien et je veux booster le Mali. Pourquoi pas l'Afrique? Et pourquoi pas le monde même? Pourquoi pas l'Afrique et pourquoi pas le monde? Des mots qui sont pour le moment des rêves pour cet homme plein de ressources. Mais ne dit-on pas d'un vieil adage arabe qu'il existe deux types de rêveurs, ceux qui rêvent de nuit et ceux qui rêvent de jour. Ceux qui rêvent de jour sont les plus dangereux, car ils sont plus aptes à réaliser leurs rêves. Sur ce, nous ne pouvons que lui souhaiter bon courage à M. Diarra. Invitée de la semaine, Madame Tene Nana Kouyaté. Elle est entrepreneure engagée, elle évolue dans l'agritech, l'agriculture associée à la technologie. Plus de détails avec notre invitée dans un instant. Je vous lance
annoncé tantôt que notre invitée du jour est Madame Tene Nana Kouyaté, la promotrice de AgriBox. Bonsoir Madame Kouyaté. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. D'abord, la première des choses, comment est-ce qu'est née votre passion pour l'agriculture? Parce que beaucoup s'orientent vers d'autres secteurs. Vous avez choisi le secteur primaire. Bon, c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup avant tout parce qu'on voyait tout le potentiel du Mali sur le plan agricole et le constat était palpable qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans le secteur agricole. Donc, très tôt, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre notre plein potentiel? Donc, depuis avant d'avoir le bac, j'avais déjà cette ambition d'évoluer dans ce secteur-là et de pouvoir contribuer à son développement. Donc ensuite, après le bac, j'ai découvert l'hyper de Katibougou, il y avait la filière agroéconomie, donc ça matchait bien avec tout ce que je voulais faire, donc c'est comme ça que j'ai fait l'hyper de Katibougou. Ensuite, je suis allée sur les terrains pour les suivis, évaluations, les enquêtes auprès des agriculteurs, donc ça m'a permis de m'imprégner des réalités du monde agricole et de faire un premier constat qui est le manque de données cruciales sur le secteur agricole. Donc à la base, l'idée c'était de mettre en place une base de données du secteur agricole pour savoir qui fait quoi, qui produit quoi, dans quelle zone au Mali, à n'importe quel moment. Parce que ça, ce sont des données que, même auprès des structures habilitées et du domaine, c'est difficile à acquérir aujourd'hui. Donc, un peu informatiser le secteur, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans le rural, en fait, et ce n'est pas informatisé. Exactement. Donc, l'idée est partie comme ça et au fur et à mesure, on l'a peaufinée. Après ce constat, tu voulais mettre en place la base de données. Mais comment est-ce que tu l'as changée en une entreprise? Je l'ai changée comment? Parce que j'ai eu la chance d'avoir un accompagnement, un mentorat qui m'a permis de mieux focaliser ce que je voulais faire. Donc, l'idée, c'était, quand j'ai découvert le digital, donc des outils digitaux qui permettaient quand même, je me suis rendu compte de faire beaucoup de choses. Donc, l'idée, ça a été d'aller voir en Afrique et dans le monde, qu'est-ce qui se faisait déjà en termes de digitalisation de l'agriculture. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a essayé de voir un peu tout ce qui se faisait et aussi prendre en compte quels sont les besoins palpables des agriculteurs au Mali et qu'est-ce qui peut être fait pour, en termes de digitalisation pour pallier à ces difficultés-là. Donc, on est arrivé sur 3 problèmes clés qui ne sont pas les seuls, la liste n'est pas exhaustive, l'accès à l'information, l'accès à la formation, donc la vulgarisation agricole, mais aussi l'accès au marché pour les agriculteurs. Donc, on s'est focalisé essentiellement autour de ces 3 points et on a voulu développer une solution qui permettrait de répondre à ces 3 problématiques-là. Ok, c'était à partir de quelle année? On va dire 2019. Ok. D'accord. Alors, la solution, quelle a été la solution au vu de tout ce problème? Enfin, on a un dispositif qu'on va mettre en place. Donc, quelle a été la solution trouvée? On a fait un parcours, c'était vraiment beaucoup de, on fait quelque chose, on regarde, on prend les retours sur terrain, donc, on s'améliore. beaucoup de prototypes qui a eu à améliorer voilà. au fur et à mesure. C'était très loin au début de ce qu'on a aujourd'hui, mais au final, aujourd'hui, nous avons une solution d'information qui permet de donner les informations telles que le prix des denrées sur le marché, les prévisions météo, des formations sous forme de petites vidéos en langue locale qui expliquent les bonnes pratiques agriculturales ou sous forme de photos sonores, c'est-à-dire des photos accompagnées de notes vocales pour expliquer une pratique, un phénomène qui permettait aux agriculteurs d'améliorer un process dans la production agricole et aussi un espace de mise en vente des produits agricoles pour faciliter l'accès et tout avec des contenus vocaux en langue locale. Il y a la version télé qui a besoin de la box où il faut intégrer l'intelligence pour accéder à l'interface via la télé. Donc là, la box intervient, mais aussi il y a la version mobile de l'application. Ça, c'est disponible sur mobile, sur smartphone. Vous avez parlé d'une problématique qui est la formation. Et votre cible est vraiment rurale. Maintenant, comment est-ce que cette cible a su s'imprégner de ce produit et de ce dispositif que vous mettez à leur disposition? Ça, c'est la question de pénétration du marché et c'est
une problématique qui demeure encore aujourd'hui parce que une chose est de faire une solution. Le premier défi, c'est de faire vraiment quelque chose qui réponde aux besoins des gens et en termes d'adaptabilité qui leur convient vraiment. Donc, on a dans ce sens-là beaucoup amélioré en termes de à quoi est-ce que la plateforme elle doit ressembler, comment on doit envoyer ce message-là, le format, tout. Donc, on a travaillé dans ce sens-là, mais aussi comment pénétrer le marché, les canaux. Donc, on avait en tant que... nous avons une petite équipe. Dans un premier temps, nous avons essayé de pénétrer directement le marché. C'est-à-dire en faisant du marketing direct. Exactement. Et c'était très compliqué parce que il faut comprendre que les populations rurales, c'est souvent des populations qui sont assez résistantes face aux innovations, aux nouvelles technologies. Et il nous a fallu nous réorganiser et notre approche aujourd'hui, c'est de vraiment passer vers, à travers des structures qui travaillent déjà avec des coopératives agricoles, des groupements villageois, qui ont déjà créé ce climat de confiance et qui comprennent ce que nous voulons amener en termes de digitalisation. Et nous, ça nous facilite en tant que jeune start-up, ça nous facilite l'accès parce que ce n'est pas toujours évident. Et en termes de capacité financière, aussi de mobilisation de nos ressources, même humaines, de pouvoir faire ce process-là. Donc, ça, c'est ce que nous essayons de faire. Vous donnez toutes ces informations-là, mais la cible principale, vous avez dit, il y a la possibilité de le faire dans les langues locales. Mais est-ce que le produit en lui-même, il est en langue locale? Oui, parce que, au fait, la chose au final, c'est le contenu. Oui. Parce que, quel que soit le canal sur lequel tu l'envoies, l'objectif final, c'est que le contenu soit bon. Mais par exemple, une personne, un agriculteur rural qui entre sur la plateforme, qui entre dans le système, d'abord, les différentes fonctionnalités sont en français, c'est ça? C'est la langue d'abord qui est choisie. D'accord, ok. Donc, dès que tu choisis la langue, que ce soit le bambara, que ce soit le peul, que ce soit le soninké, à titre illustratif, ou que ce soit le français, à partir de là, tu es guidé pas à pas. L'inscription, Itorodo. Bon, je suis en train de parler. Oui, voilà. Bien sûr. Donc, Itorodo, avec fort vocal là, ou bien Nipse Kaseve, tu écris. Donc, Idjamdo, Ibe Dugumina Odo. Donc, Igabare Mouye Odo. Simple. Donc, quelle que soit la langue, voilà. le donc, système de manière ça. très simple, on ne demande pas beaucoup de trucs au début. Donc, c'est choses élémentaires que il sait qu'à béga vocalier, il va dire, et on passe au suivant. Et il y a quoi de mudo, et il y a un numéro de téléphone, SMS bechi, application RB, SMS authentifié, il y a SMS là, katemenaye, il y a fait médaille. Après, au bateau, moi mon ni nanakana, il y a jata, il y a faraka, il y a profil là. Donc, allez, et ma sebenke, moi mané ka vocal le météo qui te zanke, ka il y a photo de profil faraka. Ça permet de t'identifier et moi mata école là, avec ce qu'a utilisé. Si c'est en quelque sorte, à vous demain ou kabara ou kabara. Mais surtout, chaque fois, nous mettons beaucoup d'accent sur la formation pour la prise en main parce que ça c'est très important parce que l'objectif c'est que on puisse mettre en place un outil qui, même sans intervention, même des gens qui n'ont pas été à l'école puissent l'utiliser et à travers ça, les accompagner vers aussi éventuellement l'alphabétisation. D'accord. Alors dites-moi, à partir de là, vous dites qu'il y a encore un problème de pénétration, etc. Mais il y a des gens qui utilisent. Oui. Donc, quelle est l'efficacité qu'ils ont donnée sur le terrain après avoir mis en place le dispositif, donné la latitude à d'autres personnes de l'utiliser qui ont souscrit à ça? Quelle a été l'efficacité du système? Aujourd'hui, à travers toutes ces personnes, les coopératives qui utilisent la plateforme aujourd'hui, c'est la facilité d'accès à l'information. Et aussi, parce qu'il y a même beaucoup d'informations qui, à travers les gens, ils les mettent sur des sites internet qui ne sont pas accessibles pour les agriculteurs, sur d'autres canaux. Le truc, c'est juste, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est juste mettre le canal, le bon canal pour acheminer l'information. Donc, c'est cette facilité que nous avons créée à travers la plateforme et aujourd'hui, ils parviennent à avoir accès aux informations plus facilement et à travers un post, tu fais ta publication et tu mets la mise en vente de ton produit et on a même un espace boutique où les gens peuvent aller regarder au-delà de ce que tu as mis en vente sur la plateforme.
ce que tu proposes d'autre via la plateforme. Dites-moi, est-ce que c'est dans toutes les zones? Est-ce que vous avez par exemple, c'est Bamako seulement que vous visez, ou bien dans des zones rurales à Bamako bien sûr, ou sinon par exemple dans les régions, parce que c'est vraiment, l'agriculture est vraiment très développée là-bas. Quelle est la situation géographique en quelque sorte de AgriBox? L'objectif, c'est d'être présent sur toutes les zones rurales au Mali aujourd'hui, mais pour le moment, nous sommes dans la région de Ségou, dans la région de Koulikoro. D'ailleurs, c'est dans la région de Koulikoro, à travers la commune rurale de Baguineda, que le prix que nous avons remporté à Belgique, la mise en œuvre est faite à travers la coopérative laitière, où la mission serait de les accompagner à travers l'outil digital et avec d'autres acteurs en consortium pour améliorer leur accès au marché, leur processus à travers l'outil digital, à travers la formation de manière dématérialisée. Alors déjà, on rappelle que AgriBox a eu à remporter beaucoup de prix, que ce soit sur le plan national ou international, plan des prix notamment au niveau de la CEDEAO, au niveau de DIEMOA, mais aussi au niveau international. Donc, qu'est-ce que ça représente tous ces prix pour vous? Ça montre que les gens ils reconnaissent ce que nous essayons de faire en termes d'innovation, de ce qui s'est fait déjà en termes de digitalisation. L'effort que nous déployons est reconnu. Quand on part dans les concours, par exemple, à Berlin 2021, on a eu à représenter le Mali, 6 000 candidatures à travers le monde. Il y avait 120 participants à la grande finale et le Mali en faisait partie. Il y avait beaucoup d'innovation, mais ce que nous apportons en plus, ce n'est pas juste l'innovation, mais comment est-ce que nous parvenons à adapter l'innovation à nos réalités. Donc, comment on peut moderniser l'agriculture actuellement, comme ça se fait dans nos zones rurales? En prenant en compte les réalités de nos populations locales, majoritairement des petits exploitants, donc avec des revenus limités, majoritairement qui n'ont pas été à l'école. Donc, ça, ce sont des défis qu'il faut prendre en compte quand on veut développer une solution qui se veut durable. D'accord. Alors, au-delà de votre casquette d'être la promotrice de AgriBox, vous êtes également la coordinatrice du Centre d'innovation, d'incubation pour le développement de l'entrepreneuriat rural. J'y arrive, le CIDER. Le CIDER, oui. Alors, quelle est la raison de vivre du CIDER? Je suis coordinatrice adjointe. D'accord, coordinatrice adjointe. Oui. Le CIDER, c'est un centre qui est un partenariat public-privé qu'on a mis en place avec mon institut où j'ai étudié l'IPR de Katibougou. Et l'idée, c'était quoi? Moi, je suis sortie de l'IPR. Et l'IPR, c'est un institut de plus de 100 ans qui a des ressources énormes en termes de ressources humaines, beaucoup d'enseignants-chercheurs qui font beaucoup de choses en termes de recherche. Et ces recherches-là sont censées nourrir le monde de l'entrepreneuriat, l'innovation. En tant qu'entrepreneur, on doit avoir ce canal-là, travailler ensemble. Et c'est aussi chaque année des jeunes formés du monde rural qui en sortent, qui souvent, comme moi, quand je sortais de l'IPR, n'avait pas cette idée de comment est-ce que le digital pouvait aider l'agriculture. Donc, c'est à partir de ce parcours que moi j'ai été accompagnée par des personnes qui étaient dans le digital, comme on l'a dit. On m'a mis 2 couches de peinture de digital. Donc, c'est là qu'on a voulu reproduire à travers ce centre-là à grande échelle, en partenariat public-privé avec l'IPR de Katibougou. Vous êtes très passionné par tout ce qui est agriculture. On vous entend parler, on sent bien que vous aimez ce que vous faites, vous baignez dedans. Est-ce que par là, pour vous, l'agriculture est le domaine d'entrepreneuriat par excellence? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on a un potentiel en termes de ressources naturelles énormes. Oui, parce que déjà, le Mali est un pays à vocation agro-silvopastorale. Donc, on a tout intérêt à développer ce secteur-là. Et tout ce qu'on peut avoir comme ressources aujourd'hui est appelé à tarir. Mais l'agriculture est un domaine qui, quand on y investit, au minimum, et on le fait bien, au minimum, on a ce qu'on a investi. Et la touche innovante du numérique, ça apporte tout le changement. Parce que ce qu'on dit, quel que soit ce que tu fais, si une personne fait la même chose que toi et ajoute cette touche digitale, il n'y a pas moyen, la personne te dépasse. Donc, on a intérêt à développer l'agriculture et
on a raté beaucoup de trains de développement, notamment l'industrialisation. Mais le train du numérique qui est en train de partir aujourd'hui, ça nous donne la chance, nous, pays africains, de rattraper le grand gap qu'on a aujourd'hui par rapport au reste du monde. Elle est passionnée par tout ce qui est agriculture. Alors pour elle, l'agriculture est un domaine d'entrepreneuriat par excellence. Pourquoi? Parce que le secteur primaire, une fois qu'il est développé, on peut aller vers l'industrialisation parce que les produits qui proviennent de l'agriculture peuvent être transformés en industrie. Alors je rappelle qu'au-delà d'être la promotrice de AgriPost, vous êtes la coordinatrice adjointe du CIDER, Centre d'innovation, d'incubation pour le développement de l'entrepreneuriat rural. On vous souhaite encore beaucoup de trophées à remporter et encore beaucoup de courage pour l'atteinte des objectifs. Merci beaucoup. Merci. En buzz ce soir, le géant des moteurs de recherche Google a annoncé une série de mesures pour réguler les expéditeurs d'emails de publicité en masse. En octobre dernier déjà, Google dévoilait un changement graphique pour rendre le bouton de désabonnement dans Gmail plus visible et plus accessible. Désormais, les utilisateurs verront un bouton bleu à côté du nom de l'expéditeur de l'email, facilitant ainsi le désabonnement en un clic. Cette nouvelle approche devrait permettre une action rapide et directe pour se désabonner des courriels encombrants. Lorsqu'un utilisateur choisit de se désabonner, Google envoie automatiquement une demande de désabonnement au nom de l'utilisateur. Le désabonnement ne se fera pas en un seul clic, il faudra valider l'action via une fenêtre contextuelle qui demande si l'utilisateur souhaite bel et bien rompre le lien avec un expéditeur. Cette fonctionnalité est accessible directement dans la boîte de réception. Elle apparaît à côté des autres options comme archiver ou supprimer. Cette évolution est déjà en place sur la version web de Gmail et bientôt, elle devrait être intégrée aux applications Gmail pour Android et iOS. Dès l'année prochaine, ces expéditeurs devront inclure un lien de désabonnement visible et facilement accessible dans le corps de leur message. De plus, ils seront tenus de traiter les demandes de désabonnement dans un délai de 2 jours. Je suis sûre que pendant des conférences, des réunions, des baptêmes ou autres événements, vous aimeriez parler discrètement avec un ami ou une amie. Le problème est que ce serait trop flagrant d'exhiber son WhatsApp au vu de tous. Aujourd'hui, on vous montre comment discuter en cachette avec quelqu'un si vous avez un iPhone et ce sera sous bonne couverture, croyez-moi. On suit cela dans l'astuce avec Babi. Pour discuter en cachette avec quelqu'un avec votre iPhone, la première des choses est de vous rendre dans l'application Notes. Créez une nouvelle note, ensuite allez dans la touche Partager. À ce moment, précisez bien que vous voulez collaborer avec quelqu'un. Une fois la personne choisie, elle recevra un message sur son iPhone en disant que quelqu'un veut ouvrir une conversation secrète avec elle. Elle n'aura qu'à accepter et c'est bon. À partir de ce moment-là, vous pourrez lui envoyer toutes sortes de messages en toute discrétion en faisant croire à tout le monde que c'est pour les notes pour le travail. Nous espérons que ce sera utile pour les espions qui aiment les affairages, aussi les bandits et consorts. Sur ce, c'est ici que nous vous quittons. Bonne fête de fin d'année. Merci d'avoir été notre force pour toutes ces recherches et tests. Ça n'a pas été facile, surtout à cause de manque d'idées. Mais vos soutiens indéfectibles aux commentaires sur les réseaux et messages privés reçus ont beaucoup aidé, encouragé à améliorer notre rubrique. Merci aussi pour votre fidélité, des critiques positives et constructives apportées. Prenez soin de vous, de vos proches et on se retrouve en 2024 pour de nouveaux tutos. Ainsi s'achève la toute dernière émission de l'année 2023. 2023 a été une année pleine de rebondissements, de challenges, de réussites pour certains et d'échecs pour d'autres. Que 2024 soit une année meilleure que la précédente, source de bonheur pour tout un chacun d'entre nous, d'espoir, mais aussi de prospérité. À 2024.